Eh ben, écoutez, bonjour à tous. Je vais me faire la porte-parole du groupe Meetup Réinventons le management pour vous souhaiter la bienvenue à ce second Meetup 2021 dédié à l'agilité organisationnelle et la gouvernance adaptative. Alors notre groupe Meetup est maintenant composé d'à peu près 800 membres. Je ne sais pas si vous pouvez changer de slide, au moins pour présenter le groupe. Merci. Désolée. Qui est avant tout un forum de partage autour de l'innovation managériale, de perspectives innovantes, de retours d'expérience et également de discussions autour de tous les thèmes que l'on peut retrouver autour de l'innovation managériale, des nouveaux modes de management et bien entendu de manière participative, conviviale. C'est un point très, très important pour nous. Nous recevons ce soir une équipe d'Orange pour ce second meet-up. Quelques mots sur l'historique de ce meet-up qui a été fondé en 2018 par Sabine Dehaye, qui est présente parmi nous ce soir, et également ma participation, ainsi que le support de notre entreprise Muse Partners, qui est un cabinet de conseil en management. Et donc ce meet-up que nous avons créé il y a maintenant 3 ans connaît une nouvelle orientation cette année. Et on a eu le plaisir d'être rejoint par Isabelle Le Bouteiller di Francesco, François Richer et Patrice de Stéphanie. Donc du coup, aujourd'hui, nous avons le plaisir, d'accompagner l'équipe, Orange Grand Sud-Ouest, la direction client, avec, Nathalie Delmas qui est la direction client, Grand Sud-Ouest, la directrice, Pascal Derriou, le directeur du programme raccordement fibre, hein, directeur du programme SAV Broadband, et Thibaut Deville-Dary, directeur accompagnement du changement et formation. Ils auront le plaisir de se présenter un petit peu après. Et en fait, pourquoi aujourd'hui avec eux? C'est une histoire qui a démarré en 2019, à l'automne 2019, puisque cette équipe a souhaité mettre en place la gouvernance adaptative agile. Et ben, nous avons cheminé ensemble dans leur comité de direction, que j'ai eu le plaisir de faciliter et d'accompagner pendant quasi 9 ans. Qu'est-ce que la gouvernance adaptative agile concrètement? Donc, la gouvernance, c'est un terme qui est dérivé de l'anglais et c'est un terme qui est apparu en France dans les années 90. Il désigne la façon dont le pouvoir est organisé au sein d'une organisation. Donc, on va parler de partage de pouvoir déjà dans un premier temps. Et donc, en quoi ça consiste? C'est l'ensemble des manières de faire, les processus, les organes de décision, d'information, de mesure, pour assurer le bon fonctionnement d'une organisation et puis surtout coordonner les parties prenantes. Donc ça, c'est le grand cas de la gouvernance. Alors après, quand on dit gouvernance adaptative, organisation agile, on parle avant tout d'une pratique. Donc c'est une pratique de gouvernance que je vais appeler collaborative et qui intrinsèquement, de par sa manière d'être construite, permet à l'intelligence collective de contribuer efficacement à la raison d'être de l'entreprise. Donc du coup, cette pratique permet de développer des bons modes de fonctionnement et du coup permet à chacun, à l'intelligence collective, mais du coup à chacun de manière autonome et coordonnée, d'impacter et donc de libérer ce potentiel humain. Parce que très souvent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans l'entreprise, il y a beaucoup de bonnes idées et c'est comme si dans les organisations classiques, celles-ci ne peuvent pas se révéler, elles sont difficilement parfois mises en application. Donc l'intention, c'est de faire en sorte que cette intelligence collective, les personnes puissent contribuer et petit à petit, par une démarche de petits pas, en essayant et en apprenant, elles puissent s'agiliser. Et donc, cette démarche a été déclinée aussi bien dans des entreprises hiérarchiques comme Orange, mais aussi dans des structures plus
auto-organisés, donc également dans des associations, on pourra en parler. Ce qu'il faut savoir, oui, pardon, aussi, c'est que, c'est une adaptation de l'holacratie. Quelqu'un parlait de sociocratie. Donc la sociocratie, c'est un des éléments qui est intégré dans l'holacratie. Et l'holacratie intègre aussi d'autres dimensions qui ne sont pas couvertes. Mais on pourra en parler dans un autre cadre. Et en fait, c'est une holacratie qui a été adaptée avec 10 ans de recul sur beaucoup de projets et qui, dans le cadre pour la gouvernance adaptative spécifiquement, à intégrer les éléments culturels français et aussi des éléments culturels d'une entreprise hiérarchique, puisque l'holacratie, c'est une méthode d'auto-organisation complète de l'entreprise. Et or, en France, avec le contrat de travail, on a le lien de subordination et qui fait que on a une dimension hiérarchique forte et qu'elle doit être prise en compte. Donc du coup, la gouvernance adaptative prend en compte ces éléments-là. Alors son intention, peut-être que ça vous parle, c'est des slides qu'on voit souvent. On a souvent l'organisation officielle, une très jolie pyramide, et puis avec des réorgs régulières tous les 3 ans pour améliorer. Puis en fait, il faut se remettre à réaméliorer. Et puis dans la vraie vie, au milieu, c'est le système D, c'est-à-dire ça marche en fonction des raisons internes, en fonction de ce qu'on sait, les gens les font en sorte que ça fonctionne. Mais du coup, quelle est l'organisation pertinente? C'est quoi l'organisation qui pourrait, de manière évolutive, être créée au fur et à mesure des besoins du terrain, pour permettre une vraie transformation organique et non pas une réorg top-down tous les 3 ans, mais quelque chose qui permet, à partir de la réalité émergente, à partir des contraintes, à l'organisation pertinente d'émerger pour répondre aux contraintes du terrain et utiliser l'intelligence collective pour ce faire. 2 autres éléments que je vous donne en considération, parce que vous allez voir, ça a son importance par rapport à la gouvernance adaptative et les leviers qu'on utilise. Selon une étude de la Harvard Business Review, 71% des cadres, toute industrie confondue, considèrent que les réunions sont inefficaces et improductives. Et là, on a une intention d'améliorer ça, clairement. Et puis, autre élément particulièrement sensible en ce moment, c'est que le manque d'autonomie, c'est le 2e facteur de risques psychosociaux en entreprise après la surcharge de travail. Et du coup, autonomie, délégation, mais comment on organise ça? Et l'AGA, une gouvernance adaptative, va pouvoir donner des clés à ce niveau-là. Donc, concrètement, 6 éléments clés qui sont constituants de cette GA. Et on va les voir ensemble les uns après les autres rapidement. Donc, en premier, c'est un pilotage qui est fait à partir de la raison d'être. La raison d'être d'un direct une équipe. Et puis, au fur et à mesure, et du coup, il va y avoir un sens qui va être partagé avec cette organisation qui va être alignée sur cette raison d'être, qu'on va réinterroger, et on va réinterroger au fur et à mesure où est-ce qu'on en est par rapport à la matérialisation concrète de cette raison d'être. Alors pour ce faire, on va se demander quels sont les rôles qui sont nécessaires pour que l'entreprise, l'organisation, l'équipe puisse clairement matérialiser cette raison d'être. Et du coup, on va clarifier les rôles et les responsabilités de chacun, sachant que nous, on appelle ça en GA les redevabilités. C'est-à-dire, dans mon rôle, tel rôle, de quoi il est redevable au service de l'organisation, au service de la raison d'être. Et quelles que soient les personnes, il y a besoin d'un ensemble de rôles.
Par exemple, dans une entreprise, vous allez avoir besoin d'un rôle comptabilité, d'un rôle marketing, d'un rôle production, par exemple. Et ensuite, et il va y avoir des manières de faire à l'intérieur de ces rôles. Et du coup, c'est décorréler des personnes, parce que là, on va en tout cas écrire, suivre les redevabilités, ce qui va faire que à certains moments, ça va permettre des personnes d'évoluer, ou s'il faut plusieurs personnes pour remplir un rôle, on va pouvoir avoir les redevabilités de l'équipe. Et le fait de distinguer rôles et personnes va va nous permettre une plus grande clarté, et aussi une qui devrait mettre son micro en mute si c'est possible. On a des échos. Merci beaucoup. Donc, du coup, des rôles qui sont distincts des personnes et qui sont mis à jour collectivement et régulièrement. Et nos invités vont pouvoir nous en parler concrètement dans quelques minutes. Donc, une fois qu'on a ces raisons d'être évolutives, qu'on a des rôles et des cercles clairs, donc quand c'est plusieurs personnes qui doivent occuper un rôle, ça devient un cercle. On part du principe qu'avec un rôle, il y a une délégation de pouvoir. Et donc, du coup, il y a de l'autonomie, mais il y a de l'autonomie dans un cadre qui est clair et qui est discuté collectivement, pour pouvoir être sûr qu'on puisse compter les uns les autres, et qu'on sache de quelle manière on peut s'appuyer les uns les autres, sur les uns sur les autres, et quelles sont les redevabilités des uns envers les autres au service de la raison d'être. Et à partir de là, une fois qu'une personne a un rôle, chaque personne est responsabilisée, parce que chaque rôle a la latitude pour décider et agir dans son périmètre. Donc, on travaille vraiment sur l'empowerment. Comment on va avancer, comment on va se coordonner dans le collectif? On va se servir des tensions créatives comme point d'entrée. Alors, tension, ça peut évoquer un problème, mais ce n'est pas forcément ça. Ça peut être ça, mais c'est aussi un désir d'évolution. Peut-être que dans mon je rencontre problème, c'est très bien. Et si c'était fait pour matérialiser le fait que j'aimerais proposer une évolution. Et du coup, une tension, c'est aussi un écart entre ce qui se passe à l'heure actuelle et ce que j'aimerais qu'il soit. Et on part du principe que les tensions, ce n'est pas des tensions entre les personnes, mais c'est entre rôles. En effet, peut-être moi, à la compta, j'ai une tension avec le rôle commercial, parce que j'ai jamais ces chiffres à temps pour boucler ma compta. Mais si la personne part dans un autre service et va, je ne sais pas, au service après-vente, je n'aurai plus la tension avec la personne. Donc, c'est vraiment en lien avec des rôles, en lien avec des manières de faire, en lien avec la clarification du travail. Et du coup, on part du principe que cette tension créative, c'est la matérialisation d'un trou dans la raquette organisationnelle. Et on ne va pas travailler sur les personnes et les relations, même si ça peut être nécessaire aussi. Quand ces tensions sont cristallisées dans la durée, ça peut être intéressant de travailler aussi sur de la médiation entre personnes. Mais on va surtout parler de la dimension travail et organisationnelle, de manière agile. Donc, pour ce faire, on va avoir 3 types de réunions. Et des réunions qui vont être efficaces parce qu'elles ont un objectif, chacune qui est différent, et un processus différent pour arriver à l'objectif, et un binôme de facilitateurs et de secrétaires qui, du coup, va accompagner le collectif vers la résolution de chaque tension et la transformation en décision. Donc, vous avez des réunions de stratégie opérationnelle qui vont se passer plutôt on va dire, entre 3 et 6 mois. C'est des indications, puisque ça, c'est choisi en fonction des besoins. Et où on va se dire, on va se faire un sorte de petit bilan pour se dire, par rapport à notre raison d'être, où est-ce qu'on en est,
et qu'est-ce qu'on a besoin de changer, de faire évoluer? Est-ce qu'il y a des nouveaux rôles à créer ou pas? Et quelles sont surtout nos priorités? Sur quoi on décide de mettre notre priorité, quitte à faire moins d'autres choses? Et puis on va se coordonner en équipe, pour ce faire, et ça va nous donner un petit peu notre feuille de route de 3 à 6 mois. Et puis, ensuite, il y a les réunions de gouvernance, et là, sur les réunions de gouvernance, on va vraiment se focaliser sur, comment mieux travailler ensemble. Donc on va pouvoir optimiser des rôles, les changer, en créer d'autres, en enlever, en modifier. On va pouvoir, créer des règles du jeu communes, des processus, en tout cas, c'est comment mieux travailler ensemble. Et puis il y a le quotidien, il y a les réunions opérationnelles, et dans les réunions opérationnelles, là, on va vraiment être vigilant sur l'empowerment de chaque personne, et on va demander à chaque personne, en fonction de ses tensions, de quoi elle a besoin, qu'est-ce qu'elle attend de l'équipe, et on va pouvoir, ou de certains rôles, et on va pouvoir, au fur et à mesure, enlever les obstacles qui entravent la bonne marche. Et enfin, 6e clé, une approche agile, c'est-à-dire c'est une approche test and learn. C'est-à-dire qu'on va être vraiment dans du pragmatisme, on va plutôt favoriser le mouvement, on va préférer avancer qu'attendre d'avoir tout compris, tout maîtrisé. Et parce que dès qu'on est en action, on va prendre de l'information, et ça va nous permettre finalement d'apprendre en avançant. Mais on va le faire de manière précautionneuse, c'est-à-dire qu'on va le faire en réduisant les risques. Et du coup, on va déterminer quel est le prochain pas, plutôt que de chercher à tout résoudre. Alors si le prochain pas résout tout, évidemment, c'est super, mais on va surtout se concentrer sur les prochains pas pour avancer, même si ce n'est pas parfait. Et en anglais, on dit safe enough for now and good enough to try. C'est-à-dire, on va essayer de trouver la décision qui est suffisamment sécure pour avancer, et pour avancer maintenant, tout en sachant que, en avançant, on va capter de l'information, et ça va nous permettre, au fur et à mesure, de se reconfigurer via le jeu des tensions créatives. Voilà pour un bref aperçu de la gouvernance adaptative. Donc, il y a ce sens avec une organisation qui est alignée sur cette raison d'être qui est ou des projets transverses. C'est décliné à plein de dimensions différentes, et nos invités vont pouvoir nous l'illustrer. Ce sont des rôles clairs qui sont mis à jour collectivement et régulièrement, qui éliminent toute ambiguïté sur les responsabilités de chacun et qui sont distingués des personnes. Ce sont des acteurs qui sont responsabilités aisées, qui ont l'autonomie, car chaque rôle a la latitude pour décider et agir sur son périmètre, avec néanmoins un système de coordination commune, puisque les problèmes sont résolus par le traitement des tensions au sein de l'équipe, et ce qui conduit systématiquement à des décisions. Ce sont des réunions efficaces, avec 3 types de réunions, avec des processus qui sont adaptés à l'objectif, donc elles sont facilitées, mais il y a des règles du jeu qui sont connues et acceptées par tous, et c'est une approche résolument pragmatique, avec une logique de test and learn pour favoriser l'agilité opérationnelle. Et voilà pour la présentation. Du coup, je vais passer la main à nos invités. Donc, Pascal Diriou, Nathalie Delmas et Thibaut Vildary, qui vont se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on est absolument ravis de partager ce moment avec vous. Donc, Nathalie Delmas, directrice client Grand Sud-Ouest. On passera quelques secondes peut-être pour expliquer, parce que de rentrer dans les organisations n'est pas toujours très simple, et juste poser un peu le cadre finalement et le périmètre dans lequel on évolue, qui vous permettra effectivement, en tout cas j'entendais tout à l'heure dans les retours des différentes salles, le fait de pouvoir avoir finalement l'application, de voir quelle était l'application de la GA sur des directions fonctionnelles, c'est bien le cas. Donc ce serait intéressant de vous dire quel périmètre d'activité on couvre aujourd'hui, pour que vous voyez à peu près comment on s'est engagé dans cette démarche. Pascal, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Pascal Diriou,
Je porte deux programmes au sein de la direction client de la DO, direction Orange Grand Sud-Ouest, que sont le programme raccordement fibre, qui vise à raccorder vite et bien donc, nos clients à la fibre, et le programme SAV Broadband, qui consiste donc à proposer aux clients qui connaissent des pannes sur leur accès broadband une solution optimum. Et donc Thibaut de Vildary, donc moi je pilote deux programmes autour de la culture client d'une part et puis autour de la formation. Voilà, mais j'aurais préféré vous parler des rôles plutôt que je tiens dans la gouvernance adaptative. On y viendra dans quelques instants. Voilà, c'est exactement ça en fait. Il y a les titres et les rôles. Et c'est deux choses parfois bien distinctes, parfois pas, mais parfois bien distinctes. Alors peut-être juste vous expliquer un peu voilà, dans quel cadre on évolue en termes finalement de périmètre d'action. Donc vous voyez, la France est découpée en 5 grandes directions Orange, à la tête desquelles il y a un directeur Orange pour la région, ce qu'on va appeler, nous, apparentés à des business units autour du réseau, hein, donc la partie technique finalement de notre activité, et puis des activités plus commerciales autour des services clients et du réseau des boutiques, hein, pour faire dans les grandes lignes. Et le patron a un certain nombre de fonctions régaliennes autour de lui, donc com, RH, finance, réseau. Et client. Et pour nous, en tout cas, ce qui est la partie client, ça couvre effectivement tout ce qui touche aux clients, que ce soit la partie commerce et la partie expérience client. Et dans notre direction, on a effectivement une direction de la commercialisation et une direction de l'expérience client au sein de la direction client. Voilà. Alors, cette région Grand Sud-Ouest, hein, que vous voyez à l'extrême gauche de l'écran, c'est deux grandes régions administratives, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, 25 départements. Vous voyez quasiment 7 millions de foyers, 11 000 collaborateurs et quasiment 12 millions d'habitants. Voilà, donc vous voyez que ça couvre un périmètre assez large, assez conséquent, beaucoup de sujets. Voilà, et c'est une création qui date de maintenant 2 ans, hein, parce que ça s'est mis en place en avril 2019. Voilà, et autrefois, nous étions séparés en 2 régions, une région avec une organisation assez similaire, mais une région Nouvelle-Aquitaine et une région Occitanie, et voilà qu'on a qu'on a fusionné. Et voilà, je vous expliquerai parce qu'effectivement, avoir des très grandes régions comme ça, c'est aussi, finalement, on a fait d'autres choix en interne en termes d'organisation pour pouvoir finalement contrecarrer peut-être les effets un peu négatifs de grosses structures et de grosses organisations qui peuvent, en tout cas c'est un risque, perdre de vue un peu le terrain et la proximité avec la réalité opérationnelle, à la fois des activités mais aussi des clients. Et donc, voilà, en tout cas, je pense que Pascal reviendra un peu dessus tout à l'heure sur d'autres choix organisationnels qui, du coup, nous ont aussi conduit à vouloir mettre en place de l'AGA dans d'autres collectifs de travail que celui du comité de direction de la direction client. Voilà, donc on va passer peut-être sur cette slide maintenant. Alors, Isabelle en parlait, hein, et donc à très juste titre, quand on a décidé de s'engager dans la gouvernance adaptative, on avait une vraie, en tout cas, réalité de contexte de création de cette direction client avec la fusion de 2 régions, donc 2 équipes. Mais plus que ça, il y avait dans chacune des régions, il y avait 2 directions qui étaient séparées entre la partie commerciale et la partie expérience client et qui bossaient de manière assez parallélisée, on va dire. Et donc, le fait de vouloir créer cette direction client, eh ben, finalement, c'était comment on rassemble une vision 360 du client sans dissocier ce que je fais d'un point de vue commerce et sur quoi j'agis quand je veux que l'expérience client de mes clients soit la meilleure possible. Et donc, c'était effectivement l'intention de la création de cette direction. Et nous, effectivement, quand on s'est trouvé dans cette équipe rassemblée, ce comité de direction, qui aujourd'hui recouvre 5 pôles, voilà, l'idée, c'était vraiment de se dire, mais finalement, on nous a mis ensemble pour faire quoi? Ce n'est pas juste un organigramme
voilà, qu'on a posé, où on a rassemblé des gens sous une même tête. Bon, ok, ça aide certainement à travailler les collaborations, les coopérations, parce qu'on a un patron, voilà, et donc, en tout cas, une impulsion qui est à peu près identique, homogène, et on n'a plus 4 patrons différents. Mais ça ne suffit pas, en tout cas, pour faire travailler les gens. Et donc, effectivement, on a commencé à réfléchir à notre raison d'être et finalement, la création de la direction client, c'est quoi? C'est pourquoi on est ensemble finalement et qu'est-ce qu'on sert comme but commun sur ce territoire. Donc, on a travaillé cette raison d'être. Et cette raison d'être, d'ailleurs, on en parlait avec Thibaut très récemment, là, il y a 2 jours, on va dans le scope des réunions dont Isabelle a parlé, on va avoir notre réunion de stratégie opérationnelle dans quelques semaines, là, et donc on fait ça tous les 6 mois pour ce qui nous concerne, et qui nous permet de travailler cette projection, cette vision à 6 mois. Et donc, on était en train de se dire, mais finalement, cette raison d'être qu'on a travaillée il y a 2 ans, elle correspondait à un moment de notre existence et de notre vie, on en avait vraiment besoin. Elle est très tournée interne, organisation, et pourquoi cette direction client? Et finalement, là, on se rend compte qu'au bout de 2 ans, bah, c'est plus vraiment le même besoin, et on est certainement à un passage, à un virage où on va avoir besoin de se poser d'autres types de questions sur notre raison d'exister. Voilà. Et donc, voilà, on parlait de ça avec Thibaut, on échangeait, et on se disait que c'était certainement l'opportunité, là, dans notre prochaine réunion, de se reposer vraiment cette question: est-ce que notre raison d'être définie il y a 2 ans, finalement, nous correspond toujours autant? Donc voilà, donc ça, c'est un des piliers finalement de la GA, et du collectif, hein, c'est de se dire, mais finalement, pourquoi on est ensemble? Voilà, c'est quoi notre but d'intérêt commun, et qu'est-ce qu'on cherche à faire ensemble, et qu'est-ce que ce collectif doit produire au bénéfice finalement voilà, du territoire sur lequel voilà, on a une certaine forme de responsabilité. Donc voilà, en tout cas, par quoi on a démarré. Donc, on va peut-être passer sur la slide suivante. Et puis, en tout cas, sur les motivations. Et tout à l'heure, finalement, j'entendais voilà, quelqu'un qui disait, mais comment finalement la gouvernance adaptative se décline chez Orange, mais elle ne se décline pas parce que c'est vraiment à l'appréciation de chaque patron de décider d'y aller ou pas. C'est vraiment il n'y a pas un grand soir, une grande injonction sur le fait que tout le monde doit se mettre à la gouvernance adaptative, comme tout le monde doit, en tout cas, maîtriser les principes de l'agilité, par exemple. Eh bien, là, on laisse ça à l'appréciation des patrons qui souhaitent s'engager dans ce type de dispositif de démarche. Et donc, il n'y a pas aujourd'hui, voilà, il n'y a pas en tout cas d'injonction top-down qui dit allez, ok, ça part du COMEX, ça descend par les CODIR d'Orange France, et puis ensuite, voilà, etc. Par exemple, sur notre direction Orange, on est, je pense, quasiment pour l'instant le seul comité de direction à s'être engagé de manière aussi formelle dans la démarche. Voilà. Et ce qui ne nous empêche pas de diffuser voilà, autour de nous, mais de manière aussi formelle, je pense que pour l'instant, en tout cas, il n'y a que nous. Alors, ce qu'en tout cas, moi, je souhaitais, c'était de me dire, on est dans un périmètre très, très, très large d'activité, hein, avec vraiment, alors là, pour le coup, un champ à couvrir qui est assez énorme. Patron, directeur, et puis on a des fonctions avant d'avoir des rôles. Dans une entreprise, ça fonctionne un peu comme ça. Et donc, on a finalement, ce qu'on s'est dit, c'est comment on essaye d'être efficace collectivement dans ce comité de direction, qui est un rassemblement un peu finalement, voilà, parce qu'on l'a souhaité, mais sous un organigramme un peu peut-être artificiel même hein, au départ. Et donc, comment on essaye d'être plus efficace ensemble, plus efficace collectivement, plus agile, comment on fait en sorte que les temps que l'on passe ensemble, et Isabelle en parlait hein, sur le temps de réunion, que une grosse majorité d'entre nous jugent parfois sans valeur ajoutée. Et donc, comment on fait en sorte que ce temps collectif soit vraiment orienté au service de ce qu'on souhaite délivrer pour notre territoire, et comment on efface aussi. Et ça, c'était vraiment un sujet. Moi, je suis hyper intéressée par les sujets de l'agilité, on en a parlé, de l'holacratie, etc. Et donc, comment on efface finalement ces titres
voilà, fonctions autour de postes et de périmètres que chacun a en responsabilité hiérarchique, et ça c'est une certitude, et rend des comptes sur ces périmètres. Mais comment on efface ça pour que finalement ce collectif se retrouve de manière beaucoup plus engagée dans le bénéfice commun plutôt que dans la réalisation de ce qu'il a à faire au périmètre de son activité. Voilà, donc ça a été une grande motivation. Donc, on a eu une présentation un peu théorique au départ, parce que ça a démarré comme ça, sans qu'on sache si on s'engageait vraiment, de ce que c'était que la GA. Et puis, une fois qu'on a eu cette présentation, on s'est vraiment posé la question collectivement de se dire, OK, est-ce qu'on a vraiment envie d'y aller? Est-ce que ça va nous apporter quelque chose? On a décidé collectivement d'y aller. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à s'engager dans la démarche. Alors, Isabelle en parlait tout à l'heure, ça veut dire que voilà, dans la démarche, la manière dont on a commencé à travailler, c'est la raison d'être, la vision à 6 mois de ce qu'on voulait faire. Et à partir de là, quels sont nos grands enjeux, donc quels sont les rôles dont on a besoin collectivement, qui dépassent là, bien sûr, les fonctions, ce qu'on disait, voilà, ce que je voyais apparaître là tout à l'heure. Et donc, ces rôles, finalement, comment ils sont portés par les uns ou par les autres, qui ne sont pas des corrélations parfois directes entre le périmètre d'activité managériale d'une personne et le rôle qu'elle a dans ce collectif. Et donc, voilà, c'est ça qu'on va essayer de partager avec vous. C'est un vrai retour d'expérience pour nous, là, qu'on partage. Ce n'est pas une leçon, ce n'est pas des conseils. Voilà, on n'a pas vocation à ça. On a beaucoup d'humilité par rapport à la manière dont on s'est engagé sur le sujet. Donc, voilà, il faudra que vous nous posiez des questions par rapport peut-être à des choses qu'on oubliera de vous dire, parce que maintenant qu'on baigne un peu dedans, il y a peut-être des choses qui nous paraissent un peu naturelles. Mais voilà, n'hésitez pas à interagir avec nous sur le chat. Thibaut, peut-être pardon. Juste Nathalie, c'est Maud, je me permets parce que des premières questions sont tombées sur le chat, notamment une question autour de l'impact pour les équipes de la mise en place de ces rôles. Et un complément, donc c'est Jean-Yves qui nous pose la question de savoir quand vous parlez collectif, de qui parlez-vous, du CODIR ou d'autres instances? Oui, on y viendra parce qu'on a démarré par le comité de direction, c'est vrai. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à porter le sujet. Ensuite, certains membres du comité de direction, et là encore, c'était vraiment sur la base d'une décision individuelle, ont décidé de décliner dans leurs propres équipes la gouvernance adaptative. Donc, certains y sont allés, d'autres pas. Voilà, et donc, voilà, on a en tout cas donné aucune consigne par rapport à ça. Et puis, mais on y reviendra tout à l'heure, par extension, il y a des choses sur lesquelles on est allé porter la gouvernance adaptative parce qu'il y avait des terrains de jeu qui nous semblaient extrêmement propices finalement à ce que la GA, en tout cas, puisse aider à délivrer cette efficacité collective. Et donc, quand on parle de la GA dans la direction client, on parle, en tout cas sur la démarche, l'accompagnement de la mise en place de la gouvernance adaptative, on parle vraiment du comité de direction. Encore une fois, certains membres du comité de direction l'ont eux-mêmes décliné dans leurs propres équipes et parfois dans des groupes projets, dans des cercles, voilà, hors tout lien hiérarchique, tout périmètre managérial déterminé, mais plutôt en mode projet. D'ailleurs, Pascal en parlera, parce qu'il a effectivement, lui, vous l'avez compris, en tant que directeur de programme, il n'a pas d'équipe managériale à proprement parler. Et donc, comment, effectivement, il a pu, lui, mettre en place un certain nombre de choses autour de ces programmes et de gens qu'il n'a pas en responsabilité hiérarchique. Est-ce que c'est OK ? C'est bon, Jean-Yves? Oui. Super. Allez, peut-être Thibaut pour parler un peu des rôles et voilà et puis comment tout ça s'accompagne. Tout à fait. Donc en effet, Nathalie vous a partagé la raison pour laquelle on est allé sur la gouvernance adaptative. Donc on y est allé. Et comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. D'une part, ça n'a pas forcément toujours été évident et c'est intéressant pour nous, là, d'ailleurs, grâce à cette conférence ce soir, là, de faire un petit retour d'expérience et qu'est-ce qui nous paraît important pour y aller. Et voilà. Donc, il y a un premier mot qui nous est venu à l'esprit, c'est le mot guider, dans le sens où on a besoin d'être guidé.
voilà, pour démarrer un processus de gouvernance adaptative. Et puis, on a besoin nous-mêmes de guider les uns les autres, en particulier quand on a un rôle de facilitateur, ce qui est mon cas dans ce cercle du comité de direction. Isabelle vous l'a dit, hein, on a besoin d'être guidé. Elle a parlé de 9 mois. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour vous, mais évidemment, ça prend du temps et c'est très, très important. On ne peut pas se lancer seul, à mon sens, dans l'holacratie, dans la gouvernance adaptative. On a besoin de cet accompagnement. Alors, comment ça s'est fait concrètement? Eh bien, au démarrage, c'est très, très reposant pour nous. C'est-à-dire que c'est ceux qui nous animent, ceux qui nous guident, qui font à notre place, hein, qui nous font vivre, nous font expérimenter finalement les premières réunions, la première réunion de stratégie, la première réunion de gouvernance. On est spectateur, même si on est concentré, puisqu'on sait qu'un jour, ce sera à notre tour de le faire. Mais voilà, on le vit de l'intérieur et ça, c'est une première étape, voilà, qui permet de découvrir et de s'approprier les principes de ces réunions qu'on vient de mentionner. Ensuite, on passe dans une deuxième étape où on est en co-animation, donc ce n'est pas très, très risqué non plus. Voilà, on a quelqu'un à côté de nous qui fait avec nous. Et donc, moi, j'ai eu la chance, en effet, de le faire avec Isabelle et avec d'autres. Et puis ensuite, vient un temps où il est temps de se lancer et d'animer soi-même ces réunions. Alors, il y a des réunions qui sont plus ou moins faciles à animer. Et puis, il y en a d'autres qui doivent être en effet préparées, construites, où ça demande en effet beaucoup de concentration aussi et d'agilité. Donc là, on anime et puis on a ce qu'Isabelle appelle joliment un shadow coach. Et donc, Isabelle était mon shadow coach, c'est-à-dire qu'elle était là pour deux choses. D'une part, s'il y a le feu, elle intervient, donc ça, c'est pratique. Et puis sinon, surtout après, pour débriefer, pour coacher, tout simplement, hein, et regarder ensemble ce qui a bien fonctionné, ce qui aurait pu être amélioré. Et puis vient un jour où, voilà, au bout de 9 mois, il faut animer les réunions tout seul. Et puis ça fonctionne parce que finalement, on a pris le temps de grandir. Et donc, on se jette à l'eau et tout se passe bien. Pour autant, voilà, c'est important en effet alors en tant que facilitateur, là je vous partage mon expérience personnelle et le rôle que je porte là au sein de ce cercle. D'une part, moi j'ai bénéficié de 2 jours de formation et formé par Isabelle en plus. Formation à la fois théorique, enfin on revoit un certain nombre de principes qu'Isabelle vous a présentés là brièvement. C'est l'occasion de faire des jeux de rôle aussi, donc de s'entraîner concrètement à l'animation de ce type de réunion, et puis de partager avec des pairs, ça c'est très intéressant, puisque chez Orange, en effet, il y a pas mal d'entités maintenant qui déploient la GA, alors évidemment en particulier dans le système d'information, mais de plus en plus aussi au marketing, ou dans les départements qui gèrent la partie innovation, donc chez Orange Innovation. Et donc, ces partages aussi sont très intéressants. Voilà, besoin d'être formé parce que la GA, ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas toujours. Et puis, donc, guider, voilà, une fois qu'on est armé en tant que facilitateur, on doit aussi guider le collectif. Tout le monde ne comprend pas les mêmes choses, voilà, quand on explique un certain nombre de principes. Tout le monde ne les comprend pas forcément au même moment. Donc, il peut y avoir aussi un décalage temporel. Si on prend un exemple très concret, hein, dans la réunion opérationnelle, vous avez un moment assez rapidement au début de la réunion où on fait, chacun à son tour, doit partager les nouvelles marquantes concernant son rôle, hein, dont le cercle a besoin pour se coordonner. Alors, qu'est-ce qu'une nouvelle marquante? Ça, c'est évidemment, chacun a son appréciation. Et puis dont le cercle a besoin. Ça veut dire qu'il faut aussi connaître le cercle, évidemment, et connaître les besoins du cercle. Donc, vous voyez, ne serait-ce que sur ce point-là, eh bien, ça demande d'y revenir régulièrement. Voilà, parce que parfois, on s'égare ou on se perd dans ce qui est marquant ou dans ce dont le cercle a besoin. Parfois, on est sur ses propres besoins, qui sont évidemment aussi évoqués dans cette réunion opérationnelle à travers les tensions dont vous a parlé Isabelle.
Voilà, donc guider, c'est vraiment le premier mot qui nous est venu à l'esprit en termes de retour d'expérience. Être guidé et puis guider les autres aussi. Le deuxième… Il y avait juste, Thibaut, excuse-moi, il y avait une petite question qui disait les 9 mois égale confinement. Non, puisqu'on a démarré en octobre 2019 et donc on avait 6 mois d'antériorité finalement sans confinement avant de rentrer dans cette période voilà, un peu différente. D'accord, très bien. C'est vrai, comme je partage l'écran, je ne vois pas trop le chat. Alors, le deuxième mot, ça va peut-être vous faire peur un peu, mais c'est s'accrocher. S'accrocher parce que pour plusieurs points, d'une part, voilà, je pense que tous les participants, en effet, ont plus ou moins de facilité, on va dire, à rentrer dans la logique et dans l'esprit de la gouvernance adaptative. Ce qui est important, c'est qu'on peut y entrer, on peut fonctionner en GA sans avoir tout compris. Voilà. Alors, c'est pas toujours évident. Certains veulent tout comprendre avant de l'expérimenter, mais je repense à une collègue voilà, qui nous disait régulièrement qu'elle ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, mais voilà, de façon obéissante et puis confiante surtout, elle jouait le rôle, elle jouait ce jeu de la GA. Et c'est seulement, il lui a fallu plus de temps, voilà, d'une part pour comprendre et d'autre part pour voir aussi l'intérêt. Hein. Et ça, collectivement aussi, il ne faut pas avoir peur de se reposer la question. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois, 2 mois, est-ce que vraiment ça nous apporte quelque chose? Est-ce que vraiment ce que disait Nathalie, c'est-à-dire ce qu'on vise, l'efficacité, l'agilité, est-ce qu'elles sont au rendez-vous? Donc, il ne faut pas forcément, en effet, juger trop vite les fruits de ce travail. Il faut s'accrocher. Voilà, il faut s'accrocher, il faut prendre le temps aussi et se dire que petit à petit, faire confiance et on va y arriver. C'est aussi pour le cas le rôle de facilitateur et de lead aussi. C'est nécessaire parfois de s'accrocher, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on a l'impression qu'on anime bien la réunion, qu'on arrive à faciliter, ce qui est le but, hein, donc c'est-à-dire orienter petit à petit le collectif à résoudre les tensions. Et puis il y a d'autres moments où on a l'impression d'être à côté de la plaque, de pas jouer son rôle. Et c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras, il faut reprendre les principes, reprendre les basiques aussi de ce fonctionnement. Et pareil pour le rôle de lead aussi, qui est un rôle un peu particulier, notamment dans notre cercle à nous, puisque le lead se trouve être le manager de l'équipe, hein, donc Nathalie en l'occurrence. Et je pense que c'est sans doute l'exercice le plus compliqué, parce que quand vous leadez un collectif où vous n'êtes le manager de personne, bon, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc là, il faut, au moment où Nathalie rentre dans cette réunion opérationnelle, qui, on le redira tout à l'heure, s'inscrit dans une réunion de comité de direction, eh bien, elle change de rôle. Elle n'est plus le manager, elle est le lead. Et donc, le rôle du lead est bien particulier à ce moment-là. Il n'est pas de facilité, puisque c'est le rôle du facilitateur. Ce n'est pas le rôle de secrétaire non plus. Et donc, c'est un rôle plutôt discret, en fait, dans cette réunion. Voilà, et parce que le collectif a gagné normalement en autonomie et est capable aussi de prendre des décisions et de résoudre en autonomie aussi ces tensions. Et puis, on l'a vécu, enfin, on est en train de le vivre, hein, parce que ça prend du temps finalement. On voit bien ça vaut le coup de s'accrocher parce qu'on passe aussi des caps. Il y a un certain nombre de réunions qu'on faisait parce qu'il faut les faire, entre guillemets, parce que voilà, c'est la réunion de gouvernance, pardon, tous les 3-4 mois, voilà, où on revisite un certain nombre de rôles, où on ajuste nos modes de fonctionnement. La réunion de stratégie aussi, qui est plus logique évidemment, puisqu'elle nous envoie sur les 6 mois d'après. Aujourd'hui, on n'est plus en train de la programmer parce qu'il faut la programmer, donc de façon très scolaire, dans l'application d'une méthode qu'on nous a enseignée, mais parce qu'on en ressent profondément le besoin. C'est-à-dire qu'on a besoin de cette vision synchronisée entre nous sur les 6 prochains mois. On a besoin de ce travail pour être en mesure de le partager à nos parties prenantes, donc avec les entités avec lesquelles on travaille et auprès desquelles on agit. Voilà, donc ça devient quelque chose petit à petit, on voit qu'on crante et on passe des caps et on arrive sur quelque chose de très naturel, de plus en plus naturel, on va dire.
Et donc ça, évidemment, c'est parce qu'on s'est accroché et qu'on a persévéré. Donc, on a tout un chacun besoin et eu l'opportunité peut-être même d'intégrer donc ce CODIR de la direction client. Pour ma part, je l'ai intégré donc après 4 à 5 mois de fonctionnement via la gouvernance adaptative de ce CODIR. Et le fait d'intégrer en cours de mise en œuvre de cette gouvernance ce collectif, eh bien, la gouvernance adaptative, la GA, m'a permis de le faire de manière plutôt aisée et de manière claire, parce que l'organisation de fait qui était mise en œuvre m'est apparue extrêmement structurée, avec des rôles qui étaient clairement identifiés pour tout un chacun. Et donc, je me suis immédiatement immergé dans ce groupe, dans ce collectif. Les redevabilités individuelles dont on parlait tout à l'heure envers le cercle m'ont permis notamment d'avoir cette vision précise de ce que je pouvais attendre des autres, mais aussi de ce que les autres, au niveau du cercle, attendaient de moi pour que l'ensemble des personnes et de ces redevabilités servent donc la raison d'être. Il a fallu au début que j'apporte une attention particulière, bien évidemment, aux redevabilités qui m'étaient demandées, parce que on peut très vite dévier dans le sens d'un reporting d'activité. Or, ce n'est pas ce que l'on vient chercher au niveau de cette réunion opérationnelle qui a lieu pendant le CODIR, mais c'est bien un partage d'informations qui concerne uniquement le rôle qui est identifié en rapport avec donc l'intérêt stratégique commun que l'on veut servir. Donc, il faut être très précis dans ce que l'on amène et savoir exprimer les tensions également dont on parlait, qui sont importantes pour aller les travailler ensuite collectivement. Pour nous y aider, on a un système de KPI au niveau de la GA qui permettent de mesurer bien évidemment l'efficacité de nos actions individuelles et collectives. Et on a donc les tensions dont je viens de parler qui sont traitées de manière collective avec une vision, j'ai envie de dire, presque 360 au niveau du cercle et qui permettent de gagner du temps dans le fait de trouver parfois de nouvelles sources d'inspiration ou en tous les cas de nouvelles manières de traiter ces tensions. On le fait collectivement et c'est tout l'intérêt d'ailleurs d'exposer de manière très claire les tensions que l'on peut rencontrer sur notre redevabilité. Le fait de travailler et de pouvoir s'intégrer dans un collectif de cette manière-là, eh bien, nous permet, en tous les cas, m'a permis d'intégrer le groupe plus rapidement, plus facilement et de le faire, comme je le disais, donc de manière aisée. Par extension, on peut voir que cette gouvernance adaptative, alors on peut passer au slide suivant si c'est possible, mais je peux continuer aussi. Par extension, donc, on a décidé au niveau du CODIR, du comité de direction de la direction client, de faire bénéficier de cette gouvernance, Nathalie en parlait tout à l'heure, à d'autres départements, à d'autres activités, et notamment au niveau des mailles qui nous permettent de créer des zones particulières au niveau de la direction Orange. Alors peut-être vous expliquer ce qu'est une maille pour la direction Orange Grand Sud-Ouest. Ce sont des territoires qui regroupent généralement 2 départements, un parfois quand il s'agit de grosses agglomérations,
Ces territoires nous permettent de garder une proximité forte avec donc les problématiques du terrain et les clients sur ces zones-là. Ces mailles sont pilotées par des responsables clients de zone, donc qui animent leur territoire avec des personnes qui ont un travail, une fonction à part entière, mais qui participent donc à ces priorités qui sont identifiées sur chacune des mailles. Et donc, nous avons décidé de mettre en œuvre la gouvernance adaptative sur ces territoires-là pour permettre une plus forte responsabilité de chacun, sans ambiguïté aucune quant au rôle que chacun porte au niveau de ces mailles. Ça a permis également une meilleure compréhension des problématiques pour tout un chacun et la manière notamment de les adresser. Alors bien évidemment, les situations sont encore un petit peu hétérogènes au niveau de chacune des mailles et on a parfois besoin d'y revenir pour certains, mais ça nous permet d'avancer de manière plus rapide et à la fois cadencée et structurée pour mener à bien les différentes actions en lien donc avec les sujets à adresser sur chacun de ces territoires. Pascal, je vous interromps deux petites secondes parce que je vois plusieurs commentaires qui tournent autour des KPI, des OKR, et KPI égale KR. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, au niveau des KPI, ce sont des indicateurs que nous avons décidés, là encore, collectivement et qui nous permettent, enfin nous aident en tous les cas à servir notre raison d'être et que l'on regarde en amont de la réunion opérationnelle hebdomadaire de manière à voir si l'évolution de ces KPI donc, vont dans le bon sens ou pas et d'apporter peut-être notre attention sur une des actions qui ne fonctionnerait peut-être pas comme on le souhaiterait ou comme on l'imaginerait ou aussi rapidement qu'on le voudrait et donc peut-être parfois de le mettre en tension dans cette réunion opérationnelle hebdomadaire pour y travailler collectivement et nous permettre encore une fois donc d'atteindre le but recherché au bout. Merci. Donc, avec plaisir. Pour poursuivre sur la partie extension de cette GA, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, en tant que membre du CODIR de la direction client, donc je porte deux sujets, deux programmes stratégiques pour l'entreprise au niveau de la direction Grand Sud-Ouest. Et je me suis inspiré, servi de l'organisation de la GA pour travailler donc avec l'ensemble des parties prenantes des deux programmes et avec les chefs de projet qui participent à ces deux programmes, avec lesquels je n'ai d'ailleurs pas, Nathalie disait tout à l'heure, de responsabilité hiérarchique, mais le fait de fonctionner via cette GA m'a permis de structurer et de donner à chacun de manière très claire, encore une fois, la redevabilité qu'il avait envers le programme en tant que partie prenante du programme et de créer ensemble une raison d'être pour chacun des programmes de manière à savoir si on était sur le bon chemin pour aller servir donc cette raison d'être collectivement et puis de tenir donc bien évidemment les ambitions de chacun des programmes. Alors, je n'applique pas parfois la gouvernance adaptative de manière pure, hein, comme on le fait au niveau du CODIR, mais je m'en inspire très fortement, notamment avec la mise en place, par exemple, de réunions
opérationnels et de KPI clairement identifiés au niveau de chacun des programmes, ce qui me permet d'être plus efficace dans l'action quotidienne, de réduire également le temps au niveau organisation que je passe avec chacun des chefs de projet, chacune des parties prenantes, pour être plus efficace, plus efficient dans la manière dont on traite les différents sujets au niveau des deux programmes. Et puis, ça permet également le fait de fonctionner avec ce système de redevabilité et de tension lors de chaque réunion opérationnelle, eh bien, d'aller à l'essentiel et de permettre à tout un chacun eh bien, de parfaitement savoir ce qu'on attend de lui lors de ces réunions opérationnelles que l'on a mis en place donc, sur ces deux programmes. Donc, voilà un petit peu la manière dont on peut, dont je me suis servi et dont on s'est servi de la gouvernance adaptative au niveau des autres départements ou des autres équipes que l'on a et collectifs que l'on a au niveau de la DC. Donc, Pascal, j'ai une question en ligne avec ça. C'est, pouvez-vous nous donner un exemple concret d'un rôle et d'une redevabilité associée? Je vais le prendre si tu veux bien, Patrice. Oui. Peut-être expliquer, par exemple, quand on a un enjeu, en tout cas très très fort sur la région du déploiement du réseau de la fibre. Et aujourd'hui, dans notre cercle de comité de direction, il n'y a pas un responsable avec une fonction attitrée autour de la fibre. On a un responsable commercialisation qui couvre l'ensemble de la gamme de nos offres et de nos produits. Et donc, dans le cercle, plutôt finalement que d'avoir quelqu'un qui nous parle de la commercialisation de manière générale, notre enjeu étant extrêmement marqué, et ça fait partie en tout cas de ce qu'on a déterminé dans notre réunion de stratégie opérationnelle, étant très marqué autour de la fibre, la personne a un rôle sur la fibre. Et pourtant, elle ne fait pas tout sur la fibre, évidemment. Donc, sa redevabilité aujourd'hui, c'est vis-à-vis de ce rôle, c'est de pouvoir, en tout cas vis-à-vis du collectif, rendre des comptes sur la manière dont on avance. Donc, ce dont parlait Pascal, c'est qu'effectivement, en KPI de GA, on regarde en démarrage de réunion opérationnelle où est-ce qu'on en est. Nous, en l'occurrence, ce qu'on regarde, c'est notre parc de clients. Pour se dire, OK, est-ce qu'on est en phase et aujourd'hui, est-ce que finalement, par rapport à nos ambitions, OK, ça y est pas. Et puis, la personne porte effectivement, au-delà de sa fonction, ce rôle très spécifique sur la fibre. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'elle fait tout sur le sujet, mais dans ce collectif-là, on a besoin de partager de manière très forte sur ce qui se passe sur ce déploiement et cette commercialisation de la fibre. Et donc, c'est elle qui est redevable. D'accord. Je ne sais pas si ça vous éclaire. C'est par exemple, on a un rôle communication au sein de la direction client aussi. Et pour vous donner le pendant, la personne qui s'en occupe, c'est le directeur de la performance. Donc, toute la personne qui brasse aujourd'hui de la donnée, data, IA, etc., qui est responsable du rôle communication. Parce que quand on a démarré, quand on a créé finalement la direction client, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de partager, de communiquer énormément vis-à-vis de l'ensemble des salariés sur le territoire autour du client. Et donc, effectivement, c'est lui qui vient dans ce collectif en étant redevable finalement d'un rôle qui est, alors pour le coup, très loin de sa fonction dans l'organisation. Sarah, est-ce que ça répond à votre question? Oui, et ça en fait naître d'autres. Oui, c'est normal. Je vais vous laisser les partager sur le chat, Sarah. Oui. Parce qu'entre-temps, en fait, il y a eu une petite brochette de questions qui sont tombées également. La même personne, quels sont d'après vous les 2 facteurs clés de réussite d'un passage à la gouvernance adaptative? Premièrement, quels sont les 2 bénéfices que vous retenez de cette façon de gouverner? Et troisièmement, quels sont les 2 pièges à éviter? Donc, à chaque fois, des paires. Ouais. Alors, peut-être la première sur les 2 facteurs clés, je les donne, et puis Pascal et Thibaut peut-être pourront compléter éventuellement avec leur vision. En tout cas, moi, ce que j'ai senti, c'est la volonté d'un collectif d'y aller.
ensemble. Donc, ça ne peut pas être la volonté d'un patron uniquement. Bon, voilà, c'est compliqué sinon. Je pense que ça met tellement en rupture par rapport à des modes de fonctionnement plus classiques qu'on connaît en entreprise, en tout cas, voilà, qui sont des modes de fonctionnement qu'on connaît nous beaucoup chez Orange, dans des grandes entreprises. Je ne vais pas tirer de généralité sur d'autres boîtes, mais en tout cas chez nous, ça déstructure pas mal de choses un peu installées, voilà, qu'il faut qu'on accepte tous d'être bousculés. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il a fallu que collectivement, je pense, voilà, on soit tous d'accord pour vivre ça. Voilà. Donc ça, et d'être accepté, d'être un peu challengé sur notre place, notre rôle, la manière dont on interpelle un collectif, dont on parle de nous, de notre activité. Voilà. Donc ça, je pense que ça chamboule pas mal. Ça, c'est un des facteurs clés. Et puis, Thibaut en parlait, c'est d'être accompagné. Je pense qu'aujourd'hui, et y compris d'ailleurs là où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire peut-être avec quelque chose de pas hyper orthodoxe tout le temps par rapport à la GA, mais si on n'avait pas eu ce guide au démarrage, et puis finalement dans la durée, il ne s'agit pas juste d'avoir les 2 jours de formation, la première présentation et puis l'initialisation finalement de la démarche. On a été vraiment coachés voilà, un peu dans la durée et c'était indispensable. Voilà, en tout cas, pour qu'on acquiert un certain nombre de réflexes, voilà, et des choses qui deviennent beaucoup plus automatiques, plus naturelles, voilà, qui ne soient plus des efforts, parce que le bénéfice effort-gain, voilà, de temps en temps, on se pose la question, et c'est ce que Thibaut disait, il y a eu des moments où on s'est dit, bon, ok, enfin, quand est-ce que ça devient facile, quoi, pour nous tous, et finalement, où on se dit, ah mais ouais, bien sûr, c'est tellement facile et ça crée tellement d'efficacité qu'on ne reviendra jamais en arrière. Bon, voilà. Et donc, voilà, moi, je pense qu'il y a ces 2 dimensions. Un collectif qui a envie, voilà, et qui est prêt à être un peu challengé sur ces modes de fonctionnement classiques, et puis l'accompagnement. Et peut-être pour la partie bénéfice de la GA, on y reviendra parce que c'est la deuxième partie là qu'on a préparée. Et si ça ne répond pas complètement, voilà, en tout cas, à l'interpellation, voilà, on complétera, mais les pièges aussi à éviter. Ouais, on y reviendra après. On va garder ces 2 questions pour un peu plus tard. Yes. J'ai à nouveau donc une question de Sarah qui dit « Je comprends les rôles comme des contrats sur un sujet que la personne va porter indépendamment de son titre et qui apporte une liste de besoins et de missions que la personne s'engage à tenir de manière explicite. L'objectif derrière serait donc de bien clarifier ce qu'on attend des personnes en fonction de l'objectif commun, raison d'être. La question c'est est-ce bien ça ? C'est exactement ça. En fait, il y a une réunion dédiée à ça où on travaille les rôles. C'est-à-dire, on a effectivement la personne vient avec effectivement voilà, la détermination du rôle. Et puis, collectivement d'ailleurs, voilà, on se dit l'objectif c'est quoi, la personne propose, le collectif questionne, amende, propose, la personne retient ou non d'ailleurs voilà, les propositions et enrichit voilà, ce qu'elle a proposé. Et en bout de ligne, il y a une fiche effectivement de rôle qui a été travaillée dans un collectif où on s'est dit c'est bien ça qu'on attend de ce rôle-là. Ce n'est pas la personne toute seule, voilà, la personne elle peut avoir une certaine idée et puis finalement le collectif peut avoir d'autres besoins. Et donc, c'est vraiment ce collectif qui enrichit aussi la redevabilité et les redevabilités telles qu'elles sont décrites finalement dans les rôles. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi sur le fonctionnement du collectif. Voilà, ce n'est pas une fiche de poste voilà, sur laquelle on vient, on s'inscrit, on se dit ok, je prends tout. Et voilà, non, la personne, elle a une compréhension, elle donne, en tout cas, elle donne au collectif la manière dont elle voit les choses et puis le collectif vient effectivement amender. Donc, je me rappelle que Pascal est arrivé à un moment où on avait une réunion de gouvernance et par rapport à, voilà, il s'est dit oui, mais c'était très instructif aussi pour lui d'être immergé tout de suite finalement dans, voilà, Pascal, tu vas avoir un rôle, on va attendre de toi que tu nous parles, que tu sois en tout cas responsable de ce sujet-là, que tu sois redevable. Et voilà, et comment tu le vois, qu'est-ce que tu y vois, etc. Et comment le collectif, finalement, voilà, est venu challenger aussi sa vision. Parce qu'encore une fois, c'est de quoi le collectif a besoin, c'est pas de quoi moi j'ai besoin de parler sur le sujet. Et ça fait une très, très grosse différence, finalement, avec ce qu'on vit habituellement avec nos titres et nos fonctions. Généralement, on vient et on parle de notre activité. Mais là, c'est pas ça. C'est je viens pour parler au collectif de sujets dont il a besoin,
pour réussir la raison d'être, pour servir la raison d'être, voilà. Et ensuite, je peux voilà, poser des sujets et je sais que le collectif, même si ça n'est pas dans son expertise, va m'aider à prendre une orientation, à ouvrir une voie, à trouver une solution, à déterminer le prochain petit pas parce que j'ai une difficulté potentielle. Voilà. Et donc, pour ça, il faut qu'effectivement le collectif soit hyper intéressé par ce qui se passe, hein. Enfin, et par le fait que les rôles aient de l'importance pour réussir, voilà, en tout cas, à répondre à la raison d'être et à ce but voilà, d'ordre voilà, supérieur qui est bien au-delà du périmètre d'activité dont chacun a la responsabilité. Je vais garder pour le moment les questions, en particulier pour Jean-Yves, puisque tu as... La réponse est non tout de suite. Non. Aucune. Tout ça est bénévole. Parce qu'il nous reste plus qu'un quart d'heure. Ouais. Donc, allez, on avance, voilà. on avance, voilà, on avance. Et puis si jamais, voilà, au fur et à mesure, il y aura, voilà, je pense que ça va éclairer peut-être certaines oui, questions. Je pense Voilà, et on complétera, bien sûr. Voilà, ben, l'idée, c'était vraiment de se dire, et 18 mois après, finalement, on en est où? On en a tiré quoi comme bénéfice, nous, en tant que collectif? Et encore une fois, voilà, avec toute la modestie avec laquelle on partage avec vous, hein, c'est nous, notre collectif, la manière dont on a appréhendé le sujet, la démarche, et voilà, donc voilà, il ne faut pas en tirer non plus, finalement, peut-être de conclusion, voilà, en tout cas générale, mais voilà ce qu'on partage avec vous. Donc, je crois que c'est Pascal hein, qui démarre. Tout à fait. Donc, ce que l'on peut en dire 18 mois après, effectivement, c'est que la mise en place de cette gouvernance se veut très, très, très modulable et adaptable, bien évidemment. On a fait le choix, nous, de ne pas créer de nouvelles instances, ni d'allonger le temps du CODIR. Donc, on a véritablement intégré la réunion opérationnelle, qui est la réunion centrale hein, de la gouvernance adaptative et de cette organisation, au milieu donc du temps dédié au CODIR, qui se veut hebdomadaire et qui dure toute une matinée. Donc la réunion opérationnelle dure 1 heure. Pour autant, donc, elle n'empêche absolument pas d'adresser les autres sujets, hein, que ce soit des sujets RH ou de présentation stratégique, de sujets stratégiques avec des intervenants, par exemple. Donc, on adresse tous les autres sujets en dehors de la réunion opérationnelle et on fait intervenir lors de la réunion opérationnelle des personnes qui portent des redevabilités au niveau de la gouvernance adaptative donc, et de la réunion opérationnelle, qui sont externes au CODIR. Donc, ces personnes-là viennent au moment de la réunion, qui est clairement mentionné dans l'ordre du jour, participent à l'ensemble de la réunion et donc portent sa redevabilité au niveau de cette réunion opérationnelle et fait partie intégrante donc, de l'ordre du jour de nos différents CODIR. On se permet de l'adapter donc, et de moduler cette organisation voilà, fonction de nos besoins. Pour autant, donc, voilà, pas d'allongement et pas de temps complémentaire au niveau du CODIR. On veut vraiment que ce soit quelque chose qui reste le plus efficace possible et qui nous fasse surtout gagner à tous du temps sur les sujets prioritaires que l'on veut adresser au travers de ce mode de fonctionnement et de cette réunion opérationnelle. Voilà ce que l'on peut retenir au niveau organisation au bout de ces 18 mois. Un autre bénéfice, mais je vais y passer rapidement parce que on l'a déjà évoqué et puis il est assez évident au final, c'est que la GA permet de renforcer en effet l'intérêt commun, c'est-à-dire que la GA nous a permis de dépasser les intérêts de chacun sur son propre périmètre de responsabilité managériale. Et ça, c'est encore une fois, ce sont les rôles qui le permettent, l'organisation en rôle et non pas en direction ou en équipe avec ses redevabilités. Je prends un autre exemple. J'ai un autre rôle qui est le rôle du bonheur au travail. Je ne travaille pas pour mon équipe, j'en ai pas d'équipe. Puis moi, je suis heureux. Donc, à la rigueur, je pourrais me dire, voilà,
qu'est-ce que j'en ai à faire Donc, c'est bien un sujet qui concerne tout le monde, et en particulier les équipes de mes collègues au sein du comité de direction. Voilà, donc ça, on est sur des sujets communs qui dépassent complètement finalement notre organisation hiérarchique. Et j'ai vraiment bien aimé la réflexion tout à l'heure sur et en particulier le mot clarification, c'est-à-dire que plus on clarifie les rôles et les redevabilités, plus on a de chances d'arriver à ce bénéfice qu'est l'intérêt commun. Voilà. C'est un des facteurs clés de succès aussi de la GA, c'est de vraiment préciser, clarifier les responsabilités de chacun. Les fiches de poste, je ne sais pas comment ça se passe dans votre entreprise, mais on ne les regarde pas tous les 4 matins. Il y a plein de choses dedans, alors que les rôles, on les regarde souvent et c'est très, très précis. Voilà, et puis on termine sur cette partie qui est effectivement, voilà, en tout cas un sujet qui nous est assez cher et on le voit bien, c'est-à-dire l'autonomie, la responsabilisation des équipes. Et c'est facile d'en parler, ce sont des jolis mots, c'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Voilà, je pense qu'en tout cas, et moi je vais parler de ma propre expérience en tant que manager, c'est d'apprendre à lâcher prise. C'est-à-dire que Thibaut en parlait, le rôle de lead, finalement, il n'est pas celui d'un patron qui décide. Donc, dans la réunion opérationnelle, moi, je ne suis plus là pour ça. Et donc, ça veut dire que le collectif prend le relais sur la capacité à déterminer par rapport à l'expression d'une tension le prochain petit pas. Et je n'ai pas d'autres sources d'informations que ce qui se dit dans la réunion opérationnelle. Voilà. Donc, je suis au même niveau que les autres, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin aujourd'hui de tout maîtriser sur toutes les activités, ce que je ne peux pas faire de toute façon. Et donc, la réunion opérationnelle, pour moi, aujourd'hui, c'est effectivement le moyen, en tout cas comme les autres membres, finalement, de la réunion opérationnelle et les différents rôles qui s'expriment, de partager ce qui est important et de ce qui se passe, en tout cas, voilà, sur les différents sujets qu'on a décidé de regarder et qu'on a mis sous l'égide des rôles. Et puis derrière, de me dire, voilà, quand la tension est exprimée, quand la solution est le prochain petit pas, ce dont parlait Isabelle, c'est-à-dire l'agilité, c'est-à-dire comment on fait du test and learn, comment finalement on ne résout pas dans la réunion et on n'opérationnalise pas la solution et on est tous en train de discuter sur quelle est la solution au problème, mais bien qu'est-ce qu'on fait après pour trouver la solution et on s'achemine vers la solution. Moi, honnêtement, après ça, tout m'échappe. Les collaborateurs qui ont besoin de se voir ou qui ont effectivement, voilà, en tout cas, le next step à aller chercher, c'est en dehors de toute sollicitation de ma part. Donc, moi, ça veut dire que derrière, je fais confiance sur en tout cas, le fait que chacun va s'engager sur le fait d'aller voilà, chercher sa solution. Et si ça ne va pas, la fois d'après, en réunion opérationnelle, il reviendra avec une tension et voilà. Mais si on ne reparle plus du sujet, c'est que la tension est réglée. Et moi, je dois considérer que cette tension est réglée et que c'est OK. Et que je ne suis plus là pour vérifier si ça a été fait, pas fait, à quelle échéance, etc. Donc voilà, quand on parle de responsabilisation, moi, j'avais déjà beaucoup l'impression d'être dans un management responsabilisant. Je trouve que la GA m'a obligée encore à aller beaucoup plus loin et à vraiment lâcher totalement voilà, un certain nombre de sujets et à me dire ils ont tellement intérêt à ce que ça se fasse que de toute façon, ils vont aller chercher les solutions tout seuls. Voilà, donc en tout cas, c'est vraiment moi, en tant que manager, ce que ça m'a obligée à incarner et à vraiment mettre en œuvre et en tout cas à me dire il y a un vrai lâcher-prise voilà, sur les sujets. Je pense, Jean-Yves, que Nathalie vient de répondre à tes 2 questions qui sont tombées quasiment au même moment. Jean-Yves? Ah. Donc, Jean-Yves demandait, est-ce que la posture des managers… Oui. Hein, je n'arrive pas à trouver le bouton. C'est une journée. Presque, en fait, mais on est là parce que Nathalie a parlé d'elle, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ça a eu un impact sur les autres. Merci Jean-Yves pour la précision. Pascal, je ne sais pas, peut-être toi, même si ce n'est pas un management hiérarchique. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, étant donné qu'en plus, moi, effectivement, je n'ai pas de management hiérarchique sur les personnes qui participent au programme.
L'écoute, effectivement, est bien meilleure. Quant à la délégation, oui, bien entendu, chacun se sent beaucoup plus impliqué et avec des actions qu'il doit mener qui sont extrêmement claires. Donc, on a beaucoup gagné je le disais tout à l'heure, en efficacité et en prise de conscience, j'ai envie de dire également. C'est pas encore, je sais pas, peut-être pour quand on expliquait tout à l'heure finalement le déploiement qu'on a souhaité mettre en place là sur ce qu'on appelle nous les mailles et qui sont par définition une organisation qui n'a rien, qui n'est pas une organisation. C'est-à-dire il n'y a pas d'organigramme, il n'y a rien de défini. Et il y a des gens qui veulent bien travailler ensemble au bénéfice d'un territoire alors qu'ils ont un boulot 100% à côté. Voilà, donc c'est vrai qu'on s'était dit, bon, ben voilà, comment la GA peut arriver à faire en sorte que cette intelligence collective serve le territoire dont ils ont la responsabilité et comment on est très efficace parce qu'ils n'ont pas de temps. Voilà. Et donc, on peut pas occuper du temps de gens qui bossent 100% à côté sur un boulot avec effectivement autre chose encore qui viendrait leur faire des temps de travail totalement délirants. Bon, ben voilà, quand on regarde, sur le territoire, on a coupé le territoire en 11 zones. Il y a des zones sur lesquelles ça marche très bien, puis il y a des endroits où ça a moins accroché, c'est moins engagé, voilà, et on va devoir y revenir certainement. Voilà, il va falloir qu'on revienne sur certains sujets et avec eux, et en tout cas de regarder s'ils en ont envie aussi, hein, parce que voilà, enfin, en tout cas, on n'y va pas au forceps non plus, je pense que ça ne sert à rien. Si les gens, au bout d'un moment, ne comprennent vraiment pas l'intérêt, il faut qu'on s'y est ou mal pris, ou en tout cas, il faut qu'on laisse tomber un temps pour que peut-être on y revienne un peu plus tard quand ils ont gagné un peu sur la maturité du collectif, l'envie de travailler ensemble, parce que parfois ça part de là. Mais voilà, il y a encore des choses qui sont assez hétérogènes en matière de déploiement, de compréhension, de bénéfices tirés. Voilà, en tout cas, nous, dans le constat qu'on fait autour de nous, là où on a déployé, en dehors de notre collectif, il y a des choses qui sont encore, qui sont pas complètement acquises, hein, c'est certain. Et puis, comme le disait Thibaut tout à l'heure, il faut accepter que ça prenne aussi du temps. Donc, ce changement d'état d'esprit se fait pas à la même vitesse pour tout le monde. Donc, il faut accepter d'y revenir parfois pour montrer les bénéfices. Mais je pense que dès lors que tout un chacun a compris les avantages de la GA et ce que ça pouvait lui apporter à lui, mais également aux personnes avec lesquelles il travaille sous ce format-là, oui, je pense que ça marque les esprits de chacun et fatalement, ça fait changer notre manière de penser et de gérer nos actions au quotidien. Il nous reste juste 2-3 minutes encore. Est-ce que vous avez d'autres questions? Profitez de nos invités. Moi, j'en avais, mais on m'a dit qu'on me répondrait plus tard. Alors, Jean-Yves. Mais moi, si vous voulez des questions, j'en ai toujours. Hein, donc, s'il y en a d'autres qui ont des questions, profitez-en, parce que moi, j'en ai plein. Hein. Je discutais avec Stéphane Cansivi, peut-être que vous le connaissez, il y a un peu avant de commencer cette conférence. Donc, on parlait de ça, justement. J'ai eu le plaisir d'accompagner le codir de Stéphane à l'initialisation. Oui, donc voilà. Bon, okay. Donc, il travaille sur son livre. Là. Donc, oui, j'avais d'autres questions sur les bénéfices sur les pièges à éviter, en fait. Je pense que c'était surtout les pièges à éviter. Ah oui, les pièges. Ça a été répondu. Le piège principal, c'est de se laisser réembarquer finalement dans ce qu'on connaît bien et dans ce qu'on fait depuis longtemps. C'est-à-dire, je vais parler de moi, hein, par exemple, c'est de temps en temps d'avoir envie d'intervenir, de donner la solution, ou en tout cas, voilà, de prendre la décision, d'arbitrer, enfin, ce qu'on attend de nous aussi à certains moments. Et donc, bon, voilà. Et donc, dans cette réunion opérationnelle,
c'est effectivement le piège, c'est de se laisser finalement réemporter par ce qu'on a mis en place ou la manière dont on fonctionne depuis des années. Voilà, les pièges à éviter, c'est vouloir que la GA fasse papa-maman. Enfin, voilà, ça ne fait pas tout. Ça ne répond pas à tout. Donc, croire qu'une seule démarche, voilà, en tout cas, est capable de résoudre tous les problèmes d'inefficacité et de coopération et de responsabilisation, etc. Enfin, voilà, je crois qu'aujourd'hui, nous, on mêle des choses. Voilà, encore une fois, on a trouvé notre mode de fonctionnement qui est le nôtre, et qui est certainement, enfin, en tout cas, pas duplicable partout, mais qui est dans notre collectif celui qui nous va bien, entre un fonctionnement voilà, avec un codir un peu classique, où on fait d'autres choses que ce qu'on faisait autrefois, une réunion opérationnelle toutes les semaines. Voilà, on travaille aussi la partie agile à côté, on travaille en mode projet. Voilà, donc voilà, on a mélangé des démarches parce qu'elles répondaient à des besoins différents. Moi, je crois qu'un des pièges, c'est toujours, mais bon, après, voilà, je pense, c'est toujours de croire qu'une seule démarche, une seule méthode répond à tout. Et qu'il faut que chacun trouve sa voie par rapport au collectif dans lequel, finalement, voilà, la démarche s'inscrit. Et c'est certainement ce qui, en tout cas, nous, fait le constat d'échec, voilà, entre guillemets, à certains endroits. C'est qu'il n'y a pas eu d'appropriation par le collectif pour se dire finalement ça nous apporte quoi et de quoi on a besoin d'autres. À côté, bah, tiens, on a envie de faire ça. Mais voilà, et je pense qu'Isabelle nous a toujours aidés, en tout cas en disant mais nous, on a besoin de ça à côté. Bah, elle a dit ok, c'est votre besoin, faites-le. Et c'est pas parce que c'est pas complètement décrit dans la GA que c'est voilà, que ça va pas fonctionner ou que ça va venir contrecarrer finalement ce que vous faites à côté. C'est un besoin, faites-le. Et pour être dans l'esprit de la loi plutôt que la loi. Ouais, exactement. Pardon. Il y a peut-être un autre piège là qui me vient à l'esprit, c'est celui de confondre le rôle et les personnes à deux niveaux. D'une part, voilà, un rôle peut être confié à une personne, mais voilà, ensuite on peut changer de personne qui va porter ce rôle. Ça, c'est très important parce que sinon, on est de nouveau dans la fonction qui, elle, est vraiment associée à la personne. Et pareil pour les tensions. Quand on exprime une tension, ce n'est pas la tension de la personne, c'est la tension du rôle. Et donc, du coup, elle concerne tout le monde, évidemment. Donc, il y a peut-être cette distinction, de bien distinguer le rôle et la personne qui porte le rôle. Ce qui fait écho donc à la question de Sarah qui dit est-ce que cela fonctionne bien contre les faits, entre guillemets, c'est pas à moi de faire ça, qu'on retrouve dans les relations entre équipes. Ah bah, c'est sûr qu'en gouvernance adaptative, dans la réunion opérationnelle, jamais on a ça. Voilà. Jamais. Et si on l'a, ça veut dire qu'il faut créer un rôle. Exactement. Et donc, du coup, si la question se pose comme ça repart en réunion de gouvernance avec, effectivement, il faut se reposer la question sur les rôles. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont mal couvertes, les redevabilités mal définies, ou il faut les revoir, en tout cas. Oui, bah merci pour votre déjà pour votre partage. Moi, je suis très touchée de voir comment ça évolue. Et puis l'intelligence situationnelle, c'est-à-dire que l'AGA, finalement, c'est que ça doit être au service de vos besoins. Et donc, c'est intéressant parce qu'on n'a pas toujours, en tant que consultante, l'opportunité de voir comment ça évolue derrière. Et puis, merci pour votre authenticité dans ce partage. Merci à tous. Merci pour cet excellent partage. Ce qu'on essaye de faire, je pense que vous l'avez vu, c'est vraiment apporter des témoignages de cas concrets, d'expériences concrètes. Des leçons que l'on a vues, nous, c'est qu'on a beaucoup de partages de consultants ou de gens très sachants à accompagner ou à transformer les autres. Et dans cette réinvention du management qui est là devant nous ou autour de nous, suivant où est-ce qu'on est, et que la chose finalement qu'on trouve le plus intéressante, nous, à partager, c'est vraiment du témoignage concret de chacun, où est-ce qu'il en est. Je pense qu'il y a eu, des éléments très importants qui ont dit ce qu'on est en train de faire, on s'est fait accompagner, mais du coup, ça nous a permis d'inventer un mode de management, un mode de fonctionnement qui est pertinent pour nous et
n'est pas forcément une généralité. Et je pense que personnellement, que dans le monde de la complexité aujourd'hui, où on a des explosions de VUCA un peu tous les 4 matins, c'est vraiment cette caractéristique-là du nouveau management. C'est vraiment d'avoir conscience que les certitudes d'hier ont de grandes chances d'être des faussetés demain, et que pour ça, il faut avoir cultivé cet apprentissage à l'évolution permanente qui n'est pas naturel à aucun de nous, et que partager et se rendre confiance les uns les autres par ces partages d'expérience, ça permet à tout le monde d'avancer. Et on espère aussi que avoir stimulé l'équipe d'Orange à témoigner, ça les a aussi aidés à prendre du recul sur leur pratique, à apprécier, et ça les a incités à aller encore plus loin pour essaimer et partager leurs pratiques. Merci à tous, et je pense qu'on peut clôturer là.